Dear comrades, our fifth Congress of the ITUC has been organized under the theme of a new social contract as part of the effort to place the needs of working people at the heart of policy making and the decisions of governments and multilateral institutions. For African people, even an old social contract never existed. Some early strides at development and a wave of optimism in the immediate post-colonial era was shattered very early, and the push for structural adjustment by the Bretton Woods institutions from the late 1970s and early 1980s placed Africa firmly within the web of international capitalism, albeit on the periphery. Structural adjustment policies were the main vehicle for the imposition of neoliberal capitalism. Major policies then included removal of subsidies and foreign exchange controls, trade liberalization, and the promotion of free markets, the privatization of state enterprises, massive retrenchment of labor, and the liberalization of labor markets. The result was increasing poverty and widening inequalities on our continent. Today, the African reality is a nightmare for hundreds of millions of our people. And long before the COVID-19 pandemic, African states were not implementing any social contract of benefit to the African people. Between 1990 and 2018, those living in poverty in Africa are reported to have grown from 285 million to 433 million. There is a major challenge of coercion of African nation states and their ability to serve the interests of our people. The Organization of African Unity, which changed later into the African Union, was formed as part of Africa's effort to champion its interests. AU resolutions and positions normally inure to the interests of Africa and its people. But these positions, even when they get taken, are normally undermined through arm twisting and other means by far powerful nations, especially the erstwhile colonial overlords. In similar manner, the United Nations resolutions and the decisions of multilateral agencies that reflect the ambitions and noble objectives of progressive humanity are often undermined by powerful nations in the interests of multinational companies and the economically powerful of this world. Africa faces challenges in a situation where over 80% of our people are without any provision of social provision whatsoever, social protection whatsoever, where peace and security, wars and conflicts, terrorism and its continuing threats, especially in the Sahel region, is a daily affair for our people, where rights and democratic governance has huge deficits, and the observance of rights is a serious one. We have an example of an absolute monarch in Eswatini in Southern Africa, where workers are shot simply for fighting for their rights. The huge unemployment and its contribution to massive waves of migration of young persons is a reality, a daily one on our continent. And we witness also the huge impact of the climate crisis on food security and livelihoods,
and which, along with the rest of the world, places Africa on the precipice of a climate catastrophe. The effort to achieve a new social contract under these conditions requires paying attention to a number of important elements. We reiterate the need for attention to the development of the social economy and cooperatives as part of the effort to address informalization in Africa and many developing countries, and to formalize the informal economy. We also call for the need to pay attention to the arms industry and the arms industry and its role in fueling of wars and conflicts around the world, and hence the necessity to struggle against this abuse of the world's resources and technological advancement. We point to the need to pay attention to migration management as part of the effort to protect workers in global supply chains and also the hidden workforce who often suffer horrendous exploitation. ITUC and the international trade union movement is important for providing hope for African workers and for our shared humanity. We point to the need to the ITUC to recommit to the importance of multilateralism and to campaign and struggle for an international order that allows policy space for Africa and developing countries to pursue genuine development and well-being for their people. We also raise the need for the ITUC to pay attention and to support alliance building between trade unions and other progressive forces. For hundreds of millions of Africa's working people and persons living in poverty without social protection, the achievement of a new social contract is essential for our fortunes and for securing better livelihoods. Amandla. It is now my pleasure to invite our brother Godfrey to talk to us. Godfrey Selasmala from South Africa. Amandla. Colleagues, this afternoon I'm going to talk to you about the issue related to workers' rights and social protection in digital economy. Now, the question that we must ask ourselves is, who are the platform workers? The platform workers are conceptualized as workers who provide paid labor services online, matching platforms. These are platforms that serve as intermediaries that match clients with workers for piecemeal or assignment workers. The question that we should ask ourselves is, what drives platform work? All of us, I'm sure we know by now, that the COVID-19 pandemic has affected many countries economically, especially the developing countries, such as Africa. And due to consequences of the COVID-19, workers were actually either retrenched or their salaries were reduced. And in all countries, you do have people that do work in digital economy. And we want to put it on record that platform work also in South Africa is commonly referred to people like the Uber drivers, Mr. Delivery, and of course, the telemarketers. The world has gone digital due to the advancement of technology, globalization, and industrial revolution. The market for platform workers has increased due to online work. Additionally, trade unions must channel
the frustrations that are met by workers to collective bargaining, to industrial courts, so that they can be assisted. Platform workers, like any other workers, must be regulated in order that the platform workers can also derive joy from the work that they're doing. Now, let's look at the issues that generally would affect your platform workers. There are several issues affecting platform workers, which includes fair wages, safety, and regulation. I just want to share with you a story that we had in South Africa, that in March of 2022, this year, we had challenges with the e-hailing services drivers. And this actually took place across Gauteng province, where the Uber drivers embarked on a 3-day strike due to the inconduciveness of the working conditions. They handed over a memorandum to the Department of Trade and Industry and Competition. They wanted the department to intervene in both classification and regulation of the e-hailing industry. Their city or their claim was simply to say, our cry as drivers and operators, we run at a loss. And therefore, they see this as exploitation. Now, what should trade unions do? And what is the perspective of trade unions? This should, my apology, this should have been a wake-up call for trade unions to ensure that they include platform workers in their members. It is the responsibility of unions to influence policy. Therefore, in this regard, trade unions must allocate resources and advocate for the legitimization of platform workers. Now, what is it that should be done? One of the interventions proposed by the study that was conducted simply indicated that some of the platform workers or digital workers are actually earning below the threshold of the national minimum wage. So it is important that they should sign contracts, and as they sign contract, the legislation should cover them to also earn in line with the national minimum wage. Luckily for workers in South Africa, there's an implementation of national minimum wage, and workers in this regard have been getting 23.75 rand, which actually is also above the national minimum wage, which is appreciated from a labor point of view. Now, going forward, I just wanted to share with you a study that was done on platform work. And the study shows that the cost of living for platform workers in South Africa was found to be 23.19 cents per hour, as I've indicated earlier that it is above the national minimum wage. In South Africa, the digital platform holds the potential to reduce the extremely high levels of unemployment and inequality. However, the annual salary of a South African worker actually proves that from a national minimum wage point of view, they are able to live, fairly well. As I conclude, Honorable Chairperson, we need to work together to allocate conducive working conditions for platform workers. Their services play a huge role in curbing unemployment and poverty in many of our communities. Moreover, platform service workers in the context of South Africa must be regulated so that working conditions of the platform workers should be improved and the industry as a whole can be effective. As I conclude,
FEDUSA, as one of the largest trade union federations in the country, continues to persuade its employees in a quest to try and ensure that a regulatory framework and legislation for platform workers is developed to ensure their protection. It is our view that as FEDUSA, ITUC affiliates should engage their governments in their countries and persuade them to put measures in place to come up with legislation that will ensure that platform workers are regulated, including but not limited to social protection. Thank you, Honorable Chair. Bonjour camarades. Aujourd'hui, nous sommes à Melbourne afin de voir le domaine du syndicalisme et de l'avenir des travailleuses et travailleurs de par le monde. Sans doute, nous allons adopter une déclaration selon laquelle plusieurs points concernant la vie des travailleuses et des travailleurs de par le monde doit être régulé à travers les axes qui ont été sciemment et brillamment travaillés. Mais aujourd'hui, si on regarde bien les enjeux du moment, on se demande si l'humanité n'est pas mise à l'épreuve aujourd'hui. L'humanité est mise à l'épreuve, pourquoi? Parce que toutes les crises sont réunies, crise sanitaire, crise économique, crise humanitaire, toutes les crises sont là et les acteurs, les hommes et les femmes qui doivent trouver les solutions, c'est nous tous. Et encore, le mouvement syndical international est interpellé, raison pour laquelle la déclaration de Melbourne aujourd'hui va nous servir d'une base pour voir comment régler tous ces enjeux. Mais si on regarde bien le continent africain, par rapport aux différentes crises que je viens de citer, est-ce que nous nous sommes préparés pour les affronter? Est-ce que travailleurs que nous sommes prêts? Naturellement, nous devons être présents et prendre le devant, car personne ne le fera à notre place. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la paix doit devenir d'abord le vecteur qui doit nous guider pour pouvoir répondre, disons, aux réponses. Mais cette paix, est-ce que nous la voyons tous de la même manière? Est-ce qu'on le voit de la même manière? Parce que même ceux qui aujourd'hui menacent la paix parlent de la paix. Naturellement, il va falloir à ce que nous ayons la même option, la même vision sur la paix. En regardant bien tout ce qui se passe dans le continent africain aujourd'hui, nous voyons que c'est une instabilité permanente qui est là, économique, tout ce qui vient avec. Et du coup, nous nous sommes rendus compte que les populations les plus faibles, ils paient le plus fort. Ceci étant, nous devons, à travers la solidarité, d'abord africaine, comme vous le savez que la démocratie elle-même, même si aujourd'hui elle est prise par nos amis et frères de l'Occident, mais si on retourne à l'histoire, on voit bien que la démocratie elle-même, elle est née en Afrique. Mais nous n'avons pas pu la saisir
à travers l'arbre de la palabra. Si on regarde bien l'arbre de la palabra, c'est là où on réglait tous les contentieux. Mais aujourd'hui, des hommes, peut-être, qui se voient un peu avancés, sont en train de malmener les différentes couches sociales des différentes populations de l'Afrique. Les Comores d'où je viens n'échappent pas à cette règle, car les Comores ont connu un moment très difficile de son histoire. Depuis 1997 à l'an 2002, on a connu des situations très difficiles et que même l'unité nationale de notre pays a été mise en jeu. Mais avec l'appui de la communauté internationale et notamment de l'Union africaine, on a pu trouver une stabilité. Et 15 ans, on a vécu quand même, on a vu les fruits de cette solidarité africaine. Mais comme ça a été aussi fragile, les ingrédients qui menacent toujours la paix sont de retour. Malheureusement, nous pensons que aujourd'hui, les attaques de la démocratie en Union des Comores sont de retour du moment où plusieurs acquis sociaux, voire même politiques, sont maintenant foulés aux pieds. La démocratie elle-même, elle est mise maintenant en danger. Ceci étant, nous pensons que cette solidarité syndicale et les travailleurs doivent prendre le devant pour sauver justement cette situation qui devient de plus en plus dégradante. Pour ce qui est, je reviens sur ce qui est de la déclaration de Melbourne. Nous supposons aussi qu'il doit y avoir des stratégies nationales pour la mise en œuvre. Chaque syndicat, et plus précisément les syndicats africains, doivent élaborer des stratégies de mise en œuvre au niveau national et naturellement au niveau aussi régional. Mais j'ai confiance à l'équipe de la CSI Afrique qui accompagnera tous ses affiliés pour que ces stratégies nationales seront élaborées et mises en œuvre pour qu'enfin on arrive à prendre la place qui est la nôtre sur la lutte contre les différentes crises que nous vivons, climatiques, etc., économiques, etc. Donc, la CTC que j'ai l'honneur de présenter ici est tout à fait consciente que rien ne peut se faire sans les organisations syndicales fortes, en impliquant davantage les jeunes et les femmes, raison pour laquelle, à la date d'aujourd'hui, nous avons mis en place plusieurs comités des jeunes. Nous avons encore rassemblé les jeunes sortant de l'université qui sont maintenant dans le chômage. Maintenant, nous les organisons et nous leur donnons des formations de base sur le syndicalisme, sur les fondamentaux, notamment sur les normes internationales du travail, car les jeunes sortant de l'université à la date d'aujourd'hui aux Comores sont devenus, je peux vous le dire, des esclaves modernes, car des entreprises, voire même l'administration publique, embauchent ces jeunes à des stagiaires sans rémunération aucune et encore des stages interminables. Donc là, aujourd'hui, nous les encadrons, ces jeunes, dans les fondamentaux, notamment sur le droit du travail, pour qu'à travers le temps, ils arrivent, disons, à faire valoir leurs droits dans les différentes entreprises, y compris dans l'administration publique. C'est la raison pour laquelle je lance un vibrant appel à toutes les organisations ici présentes de se solidariser avec nous et
nous vous invitons tous, car si vous venez aux Comores, ça nous donne aussi de la valeur ajoutée, ça nous donne aussi, disons, ça montre qu'on n'est pas seul, mais la solidarité africaine et internationale, elle est là pour accompagner les travailleuses et les travailleurs comoriens. Je vous remercie. Bonjour, chers camarades. Je suis vraiment ravie de participer à ce panel de haut niveau. Et j'aimerais tout d'abord féliciter la Confédération des Australiens, des syndicats australiens, qui ont bien voulu nous accueillir ici à Melbourne. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à mes frères, à mes pères, mes frères, mes pères, mes fils, de nous rejoindre sur le terrain, nous femmes d'Afrique, nous femmes du monde entier, pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parce que le rapport des Nations Unies 2022 précise que les femmes ne sont plus en sécurité dans ce monde, que les femmes souffrent et que certains pays même sont dangereux pour les femmes. Je ne citerai pas ces pays, mais ces pays sont vraiment dangereux pour les femmes. Et là, j'aimerais encore une fois demander à mes frères secrétaires généraux des différentes unions syndicales d'accorder une place aux femmes dans les instances de décision. Parce que les femmes ont leurs spécificités qu'elles doivent gérer et les femmes ont des potentialités qui dorment en elles. Il faut nous donner de l'espace pour qu'on puisse nous exprimer, pour qu'on puisse vous prouver qu'on est autant compétente que les hommes. Je m'en vais m'arrêter là. Cher. Merci beaucoup. Greetings, leadership. Greetings to the owners of the land, to the incoming and the current leaders of the I2C. I'm not Zingisa Losi, but I'm Jamela Mhlari from COSATU, the national chairperson of the young workers in COSATU. I'll be speaking on Happy Health. I'm going to be brief and short to the effects and the affections of unemployment rate that is galvanized the young workers and workers in general. If you look into the pandemic, you have seen that most of the workers have lost their jobs, have lost their income, which made it to be a societal matter that affected everyone and the livelihood of every African person. And also the issue of migrant workers. You could look into say we've got boundaries, but in terms of workers, we don't have boundaries. If you look into the platform workers across the globe, they don't have what you call any contracted employment. It's not easy to recruit and organize these kind of workers, but it needs us as a working class, as the leaders of the trade union movements, to come up with in a way to organize, because this is the most exploited workers across the world. Even in this country that we're in, if you have looked into the histories brought into by the migrant workers, but what is happening to them? What are they taking home to take care of their families? It's peanuts to what they're doing and they're going into the business and the economy of these countries. So we need to come a way forward and assisted by the trade union movements, the former leaders and the older ones, and how do we protect the rights of these workers so that we have not living or the dying trade unions? Because if you can look and you want to go to the graduate youth, they're not having interest of being organized. Some are educated in such a way they can represent themselves in terms of labor cases. But the importance of not being organized, you can be there exploited and you might not win and not have influence, your voice might not be heard. It's something that we need to go into deep and settle our mandate.
I was persuaded by young workers of this country. They've got their own young workers convention centers, a center where they deal with the issues that it affecting the young workers. I say to all of us who are coming from the African countries to say, can we go back and look to this and have centers and to have engagements with our Department of Labor so that they can understand what the reason that we have this kind of youth center, young workers centers, so that we can represent, because there are graduates who are sitting at home, who are lawyers, who can interpret very well and articulate in terms of the labor laws issues. So it can affect each and every worker to gain and to protect their rights. There are priorities that we think and also we know as young workers in South Africa, which are 9 of them. Firstly is the protection of the collective bargaining, especially small employers. Also, the job creation for youth. If you see the unemployment rate that is escalating into our countries, you can't be sitting in a country that is having 60% of unemployment rate. Where is the future of the country on that? We need to invest in the future, as Nelson Mandela has believed that for the country to grow, to function, you must invest on the youth. So if we don't investment on them, on creating jobs, where are we creating into? And also national health insurance is what we believe into, for the gap that is between the people who are employed and non-employed and the middle class, so that we can improve our primary health care sectors to affect everyone, so that our livelihoods can be enjoyed by each and every person, not being that you get money, that you can get a better service. Better service must start in the primary health care, where those who are unemployed can able to access a better health system to all of us. And also universal basic income grant. It will sustain and assist young workers so that when we go for job hunting, like the one that we get jobs into the internet portal. If I don't have a data, how do I access that? Because we need to look into that. If I have that universal income grant, I can able to buy a data and access and apply for jobs so that it can be easy for me to get that. And this thing of less in, first in, out is mostly affecting the young workers, because mostly those are the ones who comes later, the workplaces, and the ones who leave. And remember some of the retirees and the wage cap, and also looking into the employment rates, it's going that people are aging up, our jobs are being closed because they don't see any need of the skills. And also the issue of the future of work. We are in the democracy, we're in the work, like now, some people are joining us in a live streaming. This is a part of the job that we need to, as a worker leaders, as trade unionists, we need also to consider into. And also the permanent employment, pay gap, is something that we need to look into. These are the priorities that we believe as young workers should be protection. And the protection of labor laws, RRA, basic income, and definition of employee is something that we need to go and revise in the commission. That's what we need to look into that one and say, this is what young workers need to do. And also, please assist us as workers in the country, in the continent. ITUC, please invest in young workers, fund those young workers to have more programs to channel so that this ITUC can grow further, so that we cannot have the trade unions that are failing. I thank you so much. Monsieur le Président de la Confédération syndicale internationale Ayuba Waba, Madame la Secrétaire générale de la CSI, Shara Biro, distingués délégués du 5e congrès de la CSI, en plaçant ce 5e congrès de la Confédération syndicale internationale sous le thème « Un nouveau contrat social », notre confédération reste fidèle à sa déclaration de principe adoptée au 4e congrès de 2018 qui énonçait: la confédération s'engage à assurer un développement économique et social et équilibré pour les travailleuses et travailleurs où que ce soit, et en particulier là où la pauvreté et l'exploitation sévissent le plus. En effet, l'idée de la solidarité humaine est le moteur de notre action au quotidien. À la Centrale syndicale humaniste de Côte d'Ivoire, que nous dirigeons avec l'encadrement de la secrétaire générale de la CSI, en vue d'assurer le mieux-être
de nos camarades travailleuses et travailleurs, nous notons que la pandémie de la COVID-19 a ramené à la face du monde les inégalités criantes qui ont eu cours et qui reflètent à la face hideuse du capital, a mis en branle nos économies et met en péril l'avenir de nos États et de nos structures syndicales. Pour le monde syndical en Côte d'Ivoire, les grands défis concernent la question de la protection sociale des 90% des travailleurs de l'économie du secteur informel, ceux-là même qui produisent plus de 80% du produit intérieur brut. La revalorisation salariale des travailleurs et travailleuses dans les agro-industries, qui est aujourd'hui de 22 000 francs par mois, soit 34,7 $ américains. L'absence de contrat de travail pour la plupart des travailleuses et travailleurs domestiques et des travailleurs du secteur de la nuit qui ne bénéficient d'aucune protection sociale. La lutte contre la corruption, un véritable frein à l'élargissement de la protection sociale. Fort heureusement, face à ces défis, le mouvement syndical ivoirien n'a jamais baissé les bras et travaille d'arrache-pied pour apporter des réponses claires et durables. Aussi, en 2017, sommes-nous allés à une grève dont l'aboutissement a permis de signer le 17 août 2017 avec l'État de Côte d'Ivoire un protocole qui a consacré une consolidation de la protection sociale dans le secteur public dans le secteur public à hauteur de 357 milliards de francs CFA, soit 564 427 710 $. Par ailleurs, au nom de la promotion de la solidarité de l'unité d'action syndicale, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la CSL Dignité, la FESACI CG, Humanisme et UNA Tertiaire, 3 autres fêtières, travail d'arrache-pied ont créé l'intersyndical de la santé et sécurité au travail, l'intersyndical sur les normes du travail, l'intersyndical sur le travail des migrants, l'intersyndical sur la promotion du travail décent et la lutte contre le travail des enfants. Et enfin, l'intersyndical pour une transition juste et les emplois verts. Dans le même temps, nous inspirant des discussions de 2017, dès le mois d'octobre 2021, en anticipant sur l'expiration du protocole de août 2017, le mouvement syndical ivoirien a fait la promotion du dialogue social comme un levier puissant pour l'élargissement de la couverture sociale des travailleurs et travailleurs du secteur public. Ainsi, les négociations avec l'État de Côte d'Ivoire en 2022 ont abouti. Pour les fonctionnaires agents de l'État, d'une part, à la signature le 8 août 2022 d'un protocole d'accord de 1 135 milliards de francs CFA, soit 1 794 millions de dollars US pour amortir l'inflation et les effets nocifs des conséquences de la guerre. Pour le secteur privé, nous avons pu revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti de 25%. Pour le secteur formel, nous avons pu instaurer le régime des travailleurs indépendants qui leur assure désormais une pension de retraite. Nous pouvons dire que le mouvement syndical ivoirien est de plus en plus dynamique, influent. Oui, pour le nouveau contrat social, les organisations syndicales de Côte d'Ivoire sont prêtes dans l'unité, la solidarité et en avant pour ce nouveau contrat social. Je vous remercie.
Bonsoir mes camarades, ici présents, venus de tous les pays du monde. Avant tout propos, je tenais à saluer toute l'assistance et traduire toute ma gratitude au comité de direction du Conseil de la conférence syndicale internationale. Mon intervention s'articule sur l'importance du travail décent. On pourrait définir le travail décent comme un travail productif et convenablement rémunéré en général dans nos sociétés africaines. Nous sommes confrontés à des emplois précaires, avec des salaires tout aussi précaires. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, notre organisation syndicale Humanisme s'éventure à sensibiliser les acteurs du secteur informel, ce secteur dont l'activité économique est réalisée sans que l'activité fasse l'objet d'un regard ou d'une régulation de l'État. Le secteur informel, qui représente près de 80% du secteur d'activité, devrait connaître une mutation qui le rendait formel. Le travail décent pour une vie décente permettrait de mener une vie digne, répondant à ses besoins essentiels. Le travail décent introduit par l'OIT en 1999 favorise la création de 4 piliers, à savoir créer des emplois, garantir des droits au travail, étendre la protection sociale, les questions du genre et de l'environnement. Pour ce 5e congrès de Melbourne, nous tenons à lancer un message à la nouvelle équipe dirigeante de la CSI à poser des actes forts en faveur des travailleurs décents dans nos sociétés africaines. Pour finir, je tenais à féliciter l'équipe du bureau sortant de la CSI pour le travail abattu ces 4 dernières années et souhaiter bon vent au nouveau secrétaire général de la CSI qui sera élu tout à l'heure. Je vous remercie. Salut à vous, chers camarades. Je voudrais profiter de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à la CSI, notamment à Diallo Mamadou, qui s'est fortement impliqué à la réunification de notre centrale syndicale. Aujourd'hui, nous sommes réunis à nouveau et nous pouvons nous engager résolument à la lutte pour l'amélioration des droits des travailleurs.
ce qui est l'essentiel de notre existence en tant que syndicaliste. Je voudrais aussi profiter pour dire merci à Sharon et à toute son équipe, car chacun à son niveau a joué son rôle pour que nous soyons un aujourd'hui. Alors, nous, FESACI, soutenons le projet de déclaration de la CSI. Nous soutenons ce projet, mais en même temps, nous nous demandons comment aller jusqu'au bout sans une meilleure implication des femmes. Il y a encore trop de réticences, encore trop d'obstacles, encore trop de brimades. Et je voudrais en appeler à votre engagement, à tous, à l'engagement de tous les hommes ici présents, à l'engagement des syndicalistes que nous sommes, que vous êtes, vous les hommes, pour mieux accompagner les femmes, pour que les femmes puissent effectivement jouer leur rôle dans cette recherche de nouveaux droits. Il faut plus de responsabilité pour les femmes. Il faut plus de positionnement pour les femmes dans les instances de décision. Je voudrais en profiter pour dire sincèrement merci à mon secrétaire confédéral, grâce à qui je suis ici présente en tant que déléguée principale. C'est ce que nous attendons de vous. C'est ce que nous espérons de vous tous, les syndicalistes qui êtes ici, d'avoir un peu plus confiance aux femmes. Avec notre secrétaire confédéral, nous sommes solidaires de tous les camarades et de toutes les camarades opprimés. Nous voulons de nouveaux droits. Nous voulons qu'il y ait moins de conflits dans le monde. Alors prenons l'engagement individuel à accompagner chaque femme travailleuse et chaque femme syndicaliste à l'acquisition de plus de droits. Combien d'hommes ici présents sont prêts à nous accompagner dans ce combat? Combien d'hommes parmi vous ici sont prêts à lâcher du lest pour nous donner un peu plus de place? C'est ce plaidoyer que je voudrais faire. Un plaidoyer fort pour vous dire que nous sommes prêts à travailler à vos côtés. Nous sommes prêts à lutter à vos côtés. Mais nous voulons nous affirmer un peu plus encore. C'est un rêve que je caresse, mais je pense que ce rêve, il est réalisable. Et je voudrais compter sur vous qui êtes présents pour continuer à passer ce message auprès des autres, afin qu'ensemble, on avance durablement pour un monde meilleur. Je vous remercie. Salut camarades.
Je m'appelle Alain Adikan, secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. Et au nom de l'USTN, l'honneur me choisit de prendre la parole à ce podium donc pour adresser mes salutations aux camarades présidents et secrétaire général de la CSI internationale et aussi au président et secrétaire général de la CSI Afrique. Donc, cette déclaration, ce projet de déclaration, nous, notre contribution est de voir l'analyse des défis et les enjeux à prendre en compte pour, en tout cas, nos confédérations et syndicales affiliées de la CSI. Donc, le premier défi, c'est la question du recrutement, de la syndicalisation et de la fidélisation des nouveaux et des anciens membres. Nous devrons le faire car dans nos organisations syndicales, dans nos pays, en lieu et place de ce recrutement, ce sont nos chefs, les politiques, les organisations de la société civile qui le font à notre place et que le mouvement syndical est en train de s'émousser et que la CSI doit faire tous les efforts pour qu'il y ait ce recrutement. Hier, on en a parlé, c'est que nous avons un slogan qui dit « Tous unis, nous serons forts et forts, nous pouvons soulever une montagne ». Nous constituons une force ouvrière capable de renverser la tendance et c'est à nous de faire, en tout cas sur tout le milieu du travail, ce que la question de recrutement devrait se poser. Sinon, ce sont les politiciens qui sont en train de recruter les jeunes, qui sont en train de les mettre dans les partis politiques et qui reviennent contre nous autres syndicalistes parce que eux, il faut diviser pour bien régner. Et c'est ça, cette politique. Et nous disons que ce soit au niveau régional, Afrique, sous-régional ou bien dans le monde, les chefs d'État sont en train de se constituer en syndicalistes. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, en syndicalistes pour défendre leurs intérêts. La question de la CEDEAO avec la question du Mali et du Burkina, vous voyez. Donc effectivement, c'est une coalition des chefs d'État que nous disons syndicats des chefs d'État pour défendre leur cause. Deuxièmement, c'est la promotion du travail décent. La promotion du travail décent et l'économie sociale et solidaire, avec l'extension de la protection sociale pour les travailleurs de l'économie informelle, qui contribue à 65 à 70% des PIB dans nos États. Il y a aussi la promotion donc, de la formalisation. La formalisation selon la recommandation 204 de l'OIT, que les travailleurs de l'économie informelle, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois dans nos États, il faut réellement, vraiment qu'on s'engage pour la formalisation de l'économie informelle. Le deuxième défi, c'est le combat contre l'imposition des multinationales et les valets nationaux. Donc sur la déréglementation des normes du travail qui entraîne le développement de la précarité des emplois avec comme corollaire ce que nous connaissons, c'est la sous-traitance qui est une autre forme d'exploitation humaine en violation du protocole 29 de l'OIT. La sous-traitance, camarades, notre rôle c'est de nous battre pour la jeunesse, pour les femmes, pour que la sous-traitance, vraiment qu'on bannisse la sous-traitance. Et qui fait la sous-traitance, ce sont les multinationaux qui sont en train de nous envahir dans nos États et qui bafouent donc tout ce que vous connaissez comme droit. Troisième position, c'est la question de sécurité dans nos régions. La question de sécurité dans nos régions, en tant qu'organisation syndicale, nous devrons contribuer pour la paix et nos actions donc, à dénoncer l'occupation des forces étrangères dans nos régions.
des forces étrangères dont l'occupation a un coût. Un coût, en tout cas que nous demandons seulement 10% des prix des canons qu'on doit mettre dans la protection sociale. Et vraiment, ça pourrait contribuer à l'amélioration donc de la paix, à faire régner la paix dans le monde. Écoutez, la force Barkhane coûte chaque jour plus d'1,500 million par jour. Par jour, je vous dis. Soit 1 milliard par jour. Ce que la force Barkhane, je viens du Niger, ce que la force Barkhane coûte donc, par jour. Donc, il suffit de mettre 10% de ce montant donc, au bénéfice du développement de l'Afrique et vous allez voir toutes les questions des jeunes, de la jeunesse, vraiment vont être réglées. Parce que ce sont les jeunes en perte d'emploi ou bien déjà diplômés qui n'ont pas d'emploi qui prennent, au lieu de prendre leur roue, leur tabac, ils partent et ils reviennent avec des calaches. Donc voilà ce que nous pensons que ça doit être vraiment un grand défi à relever. Et enfin, je finis, c'est la question de la migration. La question de migration, c'est le manque de la protection sociale. Je viens du Niger. C'est la grande porte de la migration des pays subsahariens vers le Maghreb et vers le pays de l'Europe. Les jeunes, il faut les soutenir. Il faut que nous, en tant qu'organisation syndicale, que nous fassions la promotion des conventions 97 et 143 de l'OIT, que très peu de pays ont ratifiées. Nous avons lutté pour qu'il y ait la politique nationale sur la migration au Niger, mais nous continuons à nous battre avec des partenaires quand même de l'Europe à travers le réseau syndical sur la migration méditerranéenne et subsaharienne pour que ces jeunes puissent avoir des occupations, pour que la migration soit quand même une migration sûre, parce que, comme dit un religieux, même nous tous, le fait d'être sur cette terre est une migration. C'est une migration parce que nous avons les jeunes, les femmes. Tout à l'heure, vous avez parlé, des femmes ont intervenu ici. Vous avez votre rôle à jouer en tant qu'organisation syndicale parce que ces jeunes ont un seul slogan. Le seul slogan, mieux vaut vivre dans la mer que dans les bras de sa mère. Voilà ce qu'ils disent. Ils partent, nous faisons des actions pour les faire revenir. Ils partent et ce slogan qu'ils disent. On ne peut pas mourir dans les bras de nos mères, on préfère mourir dans la mer. Je vous remercie. Chers camarades, bonsoir. Merci à la CSI et à Madame Sharon pour ce 5e congrès, qui pour nous est un défi, qui pour nous est quelque chose d'important pour réaliser ce que nous pensions. Le défi des femmes, nous ne cesserons jamais d'en parler. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le défi qui se présente à nos femmes, la pauvreté et l'inclusion. Les femmes travailleuses, dans leur carrière, sont sans outils modernes, sans protection, se battent tous les jours à longueur de journée pour nourrir et éduquer leurs enfants. Les mêmes femmes et les mêmes jeunes filles et les femmes
encore travaillent dans les bars, les maquis. Je ne sais pas si vous connaissez, chez nous, on dit les bars, les maquis. Ces dames qui travaillent dans la nuit sont sans contrat, sans couverture sociale. Nous allons encore avec ces femmes qui travaillent dans les maisons qu'on appelle communément les domestiques, exerçant dans les ménages, dans les foyers des uns et des autres, sont dans des conditions difficiles, voire inhumaines, dans lesquelles elles se trouvent, avec des salaires très bas, des horaires excessifs, sans aucune garantie sociale. Sont le plus souvent victimes des abus sexuels et d'autres choses encore. Et tout cela, encore, les femmes. Nous allons demander aux hommes de nous aider à sortir de ce que je peux appeler ces difficultés. Nous, au CS, à la centrale humanisme, avons décidé de ce que nous devons faire, c'est d'encourager ces femmes à adhérer au syndicat, au mouvement syndical, afin d'être mieux formées pour être bien défendues. Nous avons ce souci de passer dans les services, comme le dit, dans les bars, dans les maquis, afin de leur demander de s'adhérer à des syndicats pour que leur vie soit revue et mieux être défendue. Mais le plus grand challenge demeure la transition du secteur informel vers le secteur formel. Cela à promouvoir les emplois décents ainsi que la lutte contre la violence faite aux femmes et à ces jeunes filles. Nous voulons vous remercier de nous aider à pouvoir sortir ces femmes qui subissent chaque jour et chaque heure à ces violences que les hommes puissent, excusez-moi les hommes, mais c'est ce que nous subissons, que nous déclinons cet après-midi. Merci de nous aider. Salut camarades. Je prends la parole au nom des jeunes africains et m'ajouter à la liste des jeunes qui ont pertinemment attiré l'attention du public sur les préoccupations de la jeunesse. Je tiens d'abord à remercier la CESI d'avoir bien voulu nous associer à cette importante rencontre du monde syndical. Un monde constitué d'hommes et de femmes, animé par un militantisme sans relâche, qui se traduit par les efforts consentis quotidiennement pour le respect des droits humains et pour une justice climatique favorable au développement humain. Le thème du 5e congrès de la CESI est d'une grande importance et répond à la demande des jeunes qui souhaitent vivre dans un monde de sécurité, garantissant une meilleure vie à toutes les générations. Un nouveau contrat social est nécessaire et doit être au cœur du combat des syndicats, afin de relever les défis de l'heure dans un monde plein d'incertitudes, où le sous-emploi, la précarité et l'informalité
reste problématique, particulièrement chez les jeunes. Face à cette situation, les jeunes doivent, avec le soutien de la CECI, prendre leurs responsabilités et porter la lutte jusqu'à ce que les États arrivent à revoir leur politique publique et accordent une priorité aux jeunes. En tant que jeunes, nous demandons l'annulation de la dette des pays africains, étouffée sous le poids des services de la dette. Ainsi, nous proposons que ces montants soient réaffectés au financement des infrastructures, l'éducation, la santé et l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Nous lançons un appel aux dirigeants de la CECI et de la CECI Afrique d'organiser une grande manifestation dans un pays africain pour parler du traitement de la dette publique. Je vous remercie de votre attention. On behalf of Mauritius Trade Union Congress, my greetings to all delegates present in the ITUC Congress. This Congress is taking place in a post-pandemic era that disrupted many economies of the world, and COVID-19 and its variants have taken the lives of many victims, including workers. This is the worst catastrophe that this generation may have witnessed ever. Mauritius, too, has not been spared from the effects of this virus. 2 years of economic inactivity have led to many workers becoming either redundant or losing their jobs due to the closure of their enterprises. The worst affected have been workers in the informal and other private sectors. We nevertheless salute the wonderful efforts of employees of the health sector who have toiled round the clock to serve the population. However, certain measures taken by the government of Mauritius have helped to reduce the negative impacts of the pandemic, namely, among others, financial assistance under the Government Wage Assistance Scheme and the Self-Employed Assistance Scheme during the confinement, policy options to reduce workers' exposure to the COVID-19 virus in the workplace. Trade unions have collaborated fully with the government at certain times, despite certain of their demands having not been met for economic reasons. In 2011, ILO helped set up a trade union common platform to voice the opinions of workers opposite the government and the employers. While this platform, called Conseil des syndicats, functioned satisfactorily for 3 years, the failure of the rotation system in leadership appointments and the poor performance of the leaders has created further conflicts and dissensions among unions. Today, the very existence of the Conseil des syndicats set up by ILO is a threat for egoistic and personal reasons. ILO is trying its best to bring all unions together, but this unity is not for tomorrow, nor for the near future. However, it is agreed that certain confederations have done well despite refusing to involve the trade union common platform in negotiations. In conclusion, in Mauritius, union leaders already talk about collaboration rather than to talk about unity. Women that constitute more than 50% of the Mauritian population are slowly moving the ladder to affirm the rights in society, but there is still a long way to go.
While most of the top positions in the civil service are occupied by women, the latter are still discriminated in the private sector. The trade union class also lags behind, as there are very few women trade union leaders in Mauritius. Today, we are happy to see 3 women leaders out of six delegates from Mauritius participating in the present Congress. While there is mobility of labor from Mauritius to other countries, foreign workers have been needed to keep the economy running, mainly in certain sectors. Mauritius Trade Union Congress is preparing a book entitled Labor Migration in the Indian Ocean, with special reference to Mauritius, with the help of university scholars and experienced trade unionists, to be published next year. The youth in Mauritius are not interested in trade union activities for various reasons. The job of a trade unionist is not remunerated, except for a few full-time union staff. Most of them act benevolently and free of charge. Consequently, this field does not attract the youth to push them to serve the workers' cause. What lies in future? Trade unionism is increasingly becoming a specialized and professional subject of study. And ILO and GLU are assisting workers' organizations in this direction. Mauritius must not be left behind. We need more professional trading opportunities for our trade union leaders, who must be coached in negotiations opposite a professional management and highly qualified government representatives. Thank you very much. Good evening, comrades. I'm Rebecca Kwashi from Ghana Trade Union Congress. I bring you greetings from Trade Union Congress, Ghana. I want the Congress to look at women in the labor market. Research has shown that more women have come into the labor market. And the pandemic also has shown that the most hit by the pandemic are women. If you look at women who were hit by this pandemic, they are mostly the women in the informal sector and the private sector. Most of these women don't have job security, no pay leave, no maternity leave, low wages, and the list goes on. Yeah, the union has been organizing these women, but I believe that it has come at a time that we need more strategies to organize these women because of where they found themselves. Organizing these women will give them a voice. Organizing these women will give them a formidable force so that they can sit and negotiate for a better condition of service, such as pay leave, equal wage, equal pay for equal value of work done, as well as maternity protection, and the decent work that we have been campaigning for. Again, after organizing these women, I believe that we should also look at giving them the needed training and skills so that we will integrate them fully into the leadership position of the union so that we can achieve an all-inclusive movement. Thank you. مساء الخير الرفيقات والرفاق. لي عظيم الشرف أن أتوجه إلى كل الحركة النقابية العالمية في إطار فعالية المؤتمر الخامس للكونفدرالية النقابية الدولية
باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغرب لا سيديتي ماروك. في المغرب بلادي أغلبية الساكنة وأساساً الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة عانت وتعاني من 3 جوائح. الجائحة الأولى التي نعاني منها وعانينا منها هي مثل باقي شعوب العالم، هي جائحة كورونا، فعلاوة على فقدان آلاف الأرواح 16278 ديال الوفيات إلى حد اليوم، ونحن شعب يتكون من حوالي 36 مليون، بالإضافة إلى ذلك فقد ضاعت منا الآلاف من مناصب الشغل، وبالضبط 430 ألف منصب شغل، الشيء الذي عمق من مظاهر الفقر والهشاشة، فتحولت العديد من المناصب الشغل إلى مناصب شغل محددة المدة دي CDD، والتي أصبحت تتزايد بشكل مخيف مما يتهدد مهمتنا جميعا، والتي هي شعار مؤتمرنا هذا الذي نتطلع إليه، اللي هو عقد اجتماعي جديد. الجائحة الثانية التي نعاني منها في المغرب هي جائحة الجفاف القاسي للسنة الثالثة على التوالي في بلادنا في المغرب وفي العديد من دول العالم، وهذا الجفاف نتيجة طبيعية للتحولات المناخية الكونية التي سببتها الشركات الكبرى في دول الشمال الغنية، فهم السبب ونحن نؤدي الثمن. نحن دول الجنوب الفقيرة نؤدي الثمن على شكل فيضانات أو جفاف، وعلى هذه الدول الغنية أن تعوض دول الجنوب الفقيرة عبر تحويل مشاريع التنمية المستدامة، وهذا اقتراح تقدمنا به داخل المؤتمر كتعديل للفقرة 10 من صفحة 13 من مشروع التصريح المقدم للمؤتمر، حتى لا نظل نتحدث فقط عن تعويض بشكل عام. يجب أن يرفع هذا اللبس ويحدد يعرف تعويض من سيعوض ومن سيعوض وكيف. الجائحة الثالثة والأخيرة هي التي نعاني منها في بلادنا، هي جائحة السياسات، ونعتبرها جائحة السياسات الرجعية للحكومة المغربية هذه الأخيرة، ورغم التزامها مع الحركة النقابية في 30 أبريل الماضي على الزيادة في الأجور وعلى مراجعة النظام الضريبي، فإنها تصر اليوم على تجميد الأجور وعلى فرض نظام ضريبي مجحف يثقل كاهل الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، كما أنها تمعن في ضرب الحريات النقابية والعامة. فقبل يومين بالضبط، يوم افتتاح هذا المؤتمر الدولي الخامس للكونفدرالية النقابية العالمية، في هذا اليوم بالضبط تم جلد الأساتذة المغاربة المحتجين أمام البرلمان المغربي من لدن قوات القمع وهم في تظاهرة سلمية. والأخطر أن الحكومة المغربية تتجه اليوم في اتجاه سن قانون يقيد الحق في الإضراب وتسميه قانون تنظيم الإضراب، وقانون ثاني يضرب ما تبقى من الحقوق المكتسبة في مجال التقاعد عبر تحميل الأجراء والمتقاعدين كلفة إصلاح صناديق التقاعد. أمام هذا وفي مواجهته، نقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خطت الخطوة الأولى عبر تنظيم وقفات احتجاجية في كل التراب الوطني يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، والخطوة الثانية التي نعتزم المشاركة فيها هي المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد الغلاء بالعاصمة الرباط يوم الأحد 4 دجنبر المقبل، التي تنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية. وهذه الجبهة كما يدل على ذلك اسمها هي تتكون من عديد من التنظيمات، في مقدمتهم منظمتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي هي أحد المكونات الأساسية. على هذا المستوى نعول على الحركة النقابية العالمية، على CSC وعلى الجميع النقابات على الصعيد العالمي المنخرطة في CSC، نعول عليكم جميعا بأن تبعثوا برقيات احتجاج للحكومة المغربية على أمرين اثنين: الاحتجاج أولا على الحكومة المغربية لعدم احترام التزاماتها مع الحركة النقابية المغربية، وعلى الاحتجاج الأمر الثاني هو على قمعها للاحتجاجات السلمية
واعتقالها للصحفيين وللأساتذة ومتابعتهم أمام القضاء. شكرا لكم. Thank you very much. From the start of the Congress, from the plenary, we had a lot of dignitaries addressing our Congress, such as the United Nations Secretary General, Director General of the ILO, and they had very encouraging speeches of solidarity and support. And also we were addressed by the President of the US, President Joe Biden, who also had one of the fundamental pillars of social justice and partnership. And what really touched us was his approach and stance on his pro-union stance. His stance is bound to yield progress in many areas, that is politically, socially, and of course economically. We know that unions are advocates of social justice, and sometimes we need to fight in order to be recognized and heard. But President Biden's approach to a pro-union kind of system, which he promised before he became president, which he has now fulfilled, points to a clear understanding of the likelihood that social justice and wealth creation and of course the nations can achieve when governments and trade unions work together without coercion. And also a guarantee to create decent jobs through social dialogue. The labor movement through the Global Confederation, the International Trade Union Confederation, the ITUC, will continue to name and shame those governments which frown upon the labor movement, the labor movement's advocacy, and make organizing very difficult. America is one of the strongest world economies, and when their government leads by example, governments are very important institutions in as far as recognizing and respecting workers' rights to freedom of association and the right to organize are concerned. A lot of gains have been achieved the world over in terms of justice in many parts of the world through the ITUC, its advocacy. Hence, we need to continue explaining what the trade union movement stands for, because some governments think that the unions are there to challenge their power. I thank the ITUC for facilitating the Congress Live platform where we are able to express ourselves. Thank you very much. Hello, comrades. Good afternoon. All protocols observed. Today, it's a day of Africa. So I will start by saying, Amanla. Amanla. Thank you. Comrades, I come from the smallest country on the African continent, which is Mauritius. But Mauritius has something in common with Australia. We are a land of migrants. In fact, we are all migrants in Mauritius. And Mauritius, like other countries in the world, climate change is the talk of the town. Climate change is the issue. And everyone seems to work for better climatic conditions.
However, climate change cannot be measured solely with carbon emission. In my country, like others, social and economic rights are being undermined. And paradoxically, all those big companies being awarded green certificate because they have embarked on green business, all their odd jobs are being done by migrant workers. And those migrant workers, they are deprived of justice. Mauritius is not an exception. Surprisingly, at the same time, those countries where those migrants come from, namely Bangladesh, Madagascar, many MNCs are rushing in those countries to do business, to make money, because they are overexploiting workers. So my message today is simple. In 2017, our confederation, the CTSP, we embarked on a 10-day hunger strike for us to gain what we call the national minimum wage. Few months after, in January 2018, it became a reality in Mauritius, and few months after, we launched a global campaign with some comrades from the Strathclyde University of Glasgow, some academics. We have now embarked on a universal minimum wage. The ITUC was the one who promotes decent work with decent wage. In 2007, they launched what we call today the World Day for Decent Work. But can we say today that we can quantify what is decent wage? Okay, we can talk about decent work. There are many ILO conventions. This year itself, 2 ILO conventions from health and safety became co-conventions of the ILO, but no one talk about what is decent wage. What is this quantum of decent wage? And this is why today I'm speaking with an African voice. We need to support what is decent wage. This is why the CTSP have proposed since 2018 to come with a universal minimum wage, which ought to be 65% of the median wage of each country. We should talk about it. It should become a reality. Like we all started together in 2007, decent work with decent wage. Today, all global organizations are talking about decent work. So let me humbly ask you today, let's make it a reality from Africa. Let's make a universal minimum wage be a reality. 65% of the median wage of each country. And to conclude, something that I'd like to share with my sister from Côte d'Ivoire. In fact, in 2008 in Mauritius, we have started joint leadership. There is no place for women or men. They work together. If the president of the confederation is a man, then the general secretary is a woman. This is the future, but no ghetto for women or for the youth. Work hands in hand, work with joint leadership. Thank you. Camarades, salut. On m'appelle Moudassirou Bachabi. Je viens du Bénin, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Je voudrais, au nom de tous les travailleurs béninois et de toutes les travailleuses béninoises, saluer l'assistance et remercier toute la direction de la CSI ainsi que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le mouvement syndical. Nous sommes à Melbourne, une terre de grande tradition syndicale. Je voudrais donc, à l'entame de mes propos,
faire un clin d'œil à tous ces travailleurs qui sont tombés au combat et à tous ces travailleurs qui continuent de souffrir encore à travers le monde. Nous sommes ici au 5e congrès de la CSI, notre fêtière internationale. Au moment où je prends la parole, je sais qu'il y a quelque part dans le monde des travailleurs qui sont encore maltraités, qui croupissent sous le poids de la misère. La CSI a décidé de placer son 5e congrès sous le sceau d'un nouveau contrat social. Pour ma part, je voudrais féliciter ceux qui ont eu l'éclairage de faire cette option, parce qu'un nouveau contrat social ne peut vraiment pas s'imaginer sans un nouvel ordre mondial. C'est pour cela que les travailleurs béninois, par ma voix, voudraient donc que la déclaration de Melbourne soit transformée en un agenda intégral pour construire un meilleur monde où le secteur informel sortira de la précarité, où la décence de l'emploi sera une réalité et où nos gouvernants cesseront de remettre en cause les acquis sociaux, de recourir à la mise en lambeaux de tout ce que nous avons pour construire leur politique publique. Nous devons faire en sorte que désormais, l'humanité s'invite au cœur de nos actions. Nous devons nous engager pour qu'à partir de Melbourne, un autre cri soit entendu, à savoir qu'il ne sera plus possible pour nous de vivre en vase clos en tant qu'organisation syndicale. Et c'est cela qui me fait nous demander de nous interpeller sur quel type de rapport désormais nous allons tisser avec la classe politique, avec nos acteurs politiques. Qu'est-ce que nous pouvons construire désormais sans tenir compte de ce qui se passe en politique nous interpelle? Qu'est-ce que nous allons faire désormais à partir de Melbourne pour que le monde ait un visage humain, pour que la femme ait droit à la parole et que les jeunes puissent se préparer à une relève de qualité? Qu'est-ce que nous faisons pour léguer à la jeunesse un monde meilleur? Je sais que la CSI est engagée pour ça depuis sa création et qu'elle ne se fatiguera pas d'aller de l'avant. Vive la CSI, vive le travailleur, vive le monde du travail. Je vous remercie. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Unión General de Trabajadores de Saque el Hamra y Río de Oro, quiero aprovechar la oportunidad para dar nuestra palabra. La Unión General de Trabajadores de Saque el Hamra y Río de Oro, conocida abreviaturamente como la UGTSARIO, iniciada durante el periodo colonial español, principalmente por los trabajadores saharauis de las minas de Fosbucra, y que fue más tarde fundada oficialmente en 1975. La UGTSARIO es una organización sindical que agrupa a todos los trabajadores saharauis en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Argelia, en los territorios ocupados y en la diáspora. La misión principal de nuestro sindicato es la promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores saharauis. Estamos dedicados a la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia, conformemente con la legalidad internacional. La UGTSARIO aspira a establecer lazos de amistad y cooperación con todos los sindicatos afines y está comprometido a la cooperación internacional entre los sindicatos. Nos dedicamos a la cooperación entre sindicatos para construir un mundo mejor basado en el respeto de los derechos inalienables de los pueblos, la redistribución equitativa de los recursos y el cierre de las brechas crecientes entre ricos y pobres. Las actividades de nuestro sindicato se desarrollan en un entorno marcado por la guerra, la ocupación de nuestra patria, la violación de los derechos humanos y sindicales de nuestros afiliados y la represión política
de nuestro pueblo por parte de la potencia ocupante marroquí. Las actividades de nuestros sindicatos se desarrollan en un entorno marcado por la guerra, la ocupación de nuestra patria, la violación de los derechos humanos y sindicales de nuestros afiliados y la represión política de nuestro pueblo por parte de la potencia ocupante marroquí. Tenemos excelentes relaciones con muchos sindicatos en todo el mundo. La UGETSARIO disfruta de relaciones privilegiadas de la amistad y cooperación con diversas organizaciones internacionales y regionales. Por ejemplo, la UGETSARIO es miembro de la Organización para la Unidad Africana, la USA. Asimismo, asistimos al Congreso de la CCI desde el inicio de la organización. Nuestros objetivos es seguir desarrollando y fortaleciendo nuestras relaciones con la CCI y aspiramos a ser miembro de la organización en un futuro próximo. Uno de los objetivos del UGETSARIO es resaltar el deterioro del nivel de vida básico, las condiciones de trabajo, la educación, el saneamiento y el derecho al trabajo en las áreas principalmente de la zona ocupada del Sáhara Occidental, en violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. La UGETSARIO también trabaja para denunciar las flagrantes violaciones de los derechos humanos que sufren los trabajadores saharauis en los territorios ocupados a manos del régimen represor marroquí. Cabe señalar que el régimen marroquí ha demostrado claramente que todavía no está dispuesto a elegir el camino pacífico hacia una solución duradera al problema de la descolonización del Sáhara Occidental. La intransigencia del régimen marroquí y la vileza del alto el fuego ha llevado a la reanudación de las hostilidades el 13 de noviembre del 2020. Instamos a todos los sindicatos a pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis en las prisiones marroquíes. Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que condenen la denegación de Marruecos de acceso a los territorios ocupados por parte de observadores internacionales para ser testigos de la realidad sobre el terreno. También llamamos a los sindicatos a rechazar la explotación de los recursos naturales saharauis en violación de los derechos humanos. Instamos a las empresas y países que se obtengan de participación en el acuerdo que afecta a la soberanía occidental y la explotación de sus recursos. Muchísimas gracias. Camarades, bonsoir. Je voudrais, au nom des centrales syndicales de Burkina, interpeller et profiter de la déclaration de Melbourne pour interpeller les premiers responsables de la CCI Afrique ici présents, dans ce sens que nous avons au Burkina un très grand problème. Et je voudrais, à cette tribune donc, avant tout propos, que nous ayons une pensée assez pieuse pour les millions de personnes déplacées qui se retrouvent entre des localités qui ne sont pas les siennes. Je veux parler des personnes déplacées du Burkina, les personnes déplacées du Mali, du Niger, déplacées à cause du terrorisme dans notre pays. À ce propos, je pense qu'il est impérieux pour la CCI, et particulièrement la CCI Afrique, de mener une réflexion avec les syndicats de la sous-région afin de voir s'il est possible que nous puissions proposer au gouvernement de nos États les stratégies syndicales qui pourront permettre au jour d'aujourd'hui de juguler un peu ce terrorisme-là. Il faudrait que nous puissions noter que du fait de ces attaques terroristes, des milliers d'employés, je veux dire des travailleurs, de l'éducation, de la santé et bien d'autres secteurs aujourd'hui n'arrivent pas à exercer leur travail. Tout cela à cause du terrorisme. Mais depuis alors ce début de ces attaques-là, nous n'avons pas senti une action assez efficace du mouvement syndical. Et je voudrais à travers cette tribune
interpeller donc la CECI pour que nous puissions avoir l'opportunité de nous réunir pendant quelques instants, pendant quelques jours, pour essayer de dégager des stratégies syndicales qui pourront être transmises à nos gouvernants afin que nous puissions aussi apporter notre contribution pour lutter contre le terrorisme qui, aujourd'hui, a fait assez de victimes en termes de morts, assez de victimes en termes de perte d'emploi, assez de victimes en termes de personnes déplacées. Et j'interpelle alors donc les premiers responsables ici présents sur cette dynamique-là. Et je tiens à saluer ici la présence du président et du secrétaire général de la CECI Afrique parmi nous ce soir pour que cet appel puisse être suivi d'écho. Et je vous remercie pour cela. Merci bien. Camarades, salut. Je ne veux pas être très longue. Avant tout, permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous. Moi, je vais m'accentuer sur l'instabilité des pays dans notre sous-région subsaharienne, en Afrique occidentale. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs coups d'État militaires dans nos différents pays tels que le Burkina, la Guinée, le Mali, qui jouent vraiment. Cette instabilité joue beaucoup sur les travailleurs et pousse l'immigration clandestine des jeunes qui les pousse à aller mourir dans la Méditerranée. Le camarade du Burkina vient de parler pour le déplacement de ces multiples personnes dans les autres régions. Et je vais dire que chez nous aussi en Guinée, c'est à peu près la même chose, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Le pouvoir militaire ne donne pas la stabilité aux travailleurs. Ça ne donne pas l'emploi décent. C'est ce que je voulais ajouter, parce qu'ici, on parle beaucoup des problèmes des travailleurs de l'Ukraine et d'autres pays, de Hong Kong, les syndicalistes emprisonnés, mais on ne parle pas de l'instabilité politique des pays de l'Afrique subsaharienne. Je vous remercie.